Bonjour à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan d'octobre 2017. Alors à la fin, je vous mettrai comme d'habitude combien de livres j'ai acquis, combien de livres j'ai lu, tout ça, comme d'hab. J'ai lu 11 livres dans la deuxième partie du mois. Oui. Et vous aurez ici mon bilan de l'automne readathon. Vous verrez si j'ai réussi, ce que j'ai lu, tout ça. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas réussi. Enfin bon, ce n'est pas étonnant. On commence tout de suite avec la première lecture de cette deuxième partie du mois, The House of the Seven Gables de Nathaniel Hawthorne, qui se traduit en français par La Maison aux Sept Pignons. C'est un classique gothique américain qui suit la famille Pinchon, ça dépend comment on a envie de prononcer, qui a été maudit par Matthew Mole puisqu'ils lui ont piqué sa terre. Alors ça aurait pu être très bien, hein, puisqu'il y avait beaucoup d'éléments gothiques, genre la malédiction, tout ça. À un moment, il y a carrément une espèce de réunion de fantômes, tout ça. Mais je pense que c'était pas le moment et que c'est très très stéréotypé. Du coup, on retrouve vraiment tous les stéréotypes du gothique. Aussi, j'ai aimé le style d'écriture, mais en fait, à force, j'ai trouvé ça lourd parce que c'était bien écrit, mais en fait, ça devenait pénible au fil du temps. Et aussi, j'ai trouvé que même les personnages étaient très stéréotypés et la fin est trop. Enfin, non, trop exagérée, c'est juste pas plausible. Donc c'était un peu... Non, voilà, un peu déçu. Ensuite, j'ai relu Thérèse Desquéroux de François Mauriac pour les cours. Ah, je l'avais déjà lu il y a longtemps, genre, je pense que j'étais en première. Et en fait, depuis, le livre a laissé une espèce d'empreinte. Et je savais pas trop pourquoi, ni quoi exactement. Ça me semblait bizarre. Je me souvenais toujours de ce livre... Enfin, je me souvenais qu'il m'avait marqué, mais alors aucune idée de pourquoi. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, Thérèse Desquéroux est un peu... pas un prétexte, mais elle permet à Mauriac de critiquer la société et la famille, notamment le sexisme de la société et de la famille, puisque Thérèse est enfermée dans sa famille, et elle est enfermée dans le rôle que la société veut lui voir jouer. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle tente d'empoisonner son mari, et qu'elle se retrouve... Voilà, donc en fait, Thérèse est un peu un personnage ambivalent puisqu'elle est à la fois coupable, parce qu'elle a quand même tenté de tuer son mari, quand même, mais en même temps elle est victime parce qu'à la fin elle ressemble carrément à la séquestrée de Poitiers. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Mauriac, et c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais lire d'autres livres puisque j'ai aussi Le Nœud de Vipère, donc j'aimerais bien le lire puisqu'il paraît que c'est son meilleur. Bien sûr, le personnage de Thérèse, puisque c'est bien sûr voilà, c'est le titre du livre, c'est... En fait, l'auteur a décidé de se focaliser sur les intentions, sur les pensées, sur pourquoi elle en est arrivée là et pourquoi, qu'est-ce qu'elle pense vraiment, c'est quoi sa vie exactement. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, c'est très bien écrit, oh mon dieu. Ah oui, c'est une des... Bah voilà, je suis tombée pile sur la citation qui m'avait le plus marqué depuis la première fois que je l'avais lu. Pauvre Bernard, non pire qu'un autre. Mais le désir transforme l'être qui nous approche en un monstre qui ne lui ressemble pas. En fait, quand j'avais lu ce livre, je me suis dit, mais mon dieu, en fait, ça doit être affreux de vivre à sa place, en fait, de découvrir la volupté comme ça, parce qu'en fait, elle ne peut pas découvrir, par exemple, les plaisirs sexuels ou quoi, puisque son mari, en fait, ben, déjà, elle l'a pas choisi, c'est un mariage arrangé, et en plus, il est pas là pour lui faire découvrir, en fait, il est là pour assouvir ses propres besoins à lui. Voilà. Et ça fait partie de mon automne readathon, c'est le livre que j'ai décidé de lire... attendez, je me souviens exactement de l'intitulé, je crois que c'était un roman situé dans un endroit froid. Donc c'est le sud de la France, donc c'est pas froid, mais c'est en automne, octobre, novembre, décembre. Donc voilà, on va dire que ça compte. Ensuite j'ai lu The Bloody Chamber d'Angela Carter, La Compagnie des Loups en français. Génial, juste génial. Dès les premières lignes de la première nouvelle qui s'appelle The Bloody Chamber, donc je suppose que c'est la chambre sanglante, dès les premières lignes, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Je me suis dit, bon, bah ça commence bien. En revanche, l'introduction spoil absolument toutes les nouvelles, donc je vous conseille de lire les nouvelles, enfin de lire l'introduction jusqu'à ce qu'elle parle des nouvelles individuellement. Et dès qu'elle en parle, vous passez, vous lisez la première nouvelle et puis vous retournez à l'introduction, enfin c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. J'ai adoré la façon dont l'auteur se réapproprie les contes, puisque j'ai lu dans l'introduction que certains étudiants avaient refusé d'étudier La Compagnie des Loups parce qu'ils considéraient qu'Angela Carter avait détruit les contes de leur enfance, enfin les contes qui leur étaient familiers.
Mais moi j'ai trouvé au contraire que c'était génial parce qu'elle a mis en avant le contenu latent des contes, ce qui était resté caché ou sous-entendu. Elle a préféré le mettre au tout premier plan, ce que je trouve, je trouve ça génial. Par exemple, alors je vais vous parler donc je vais essayer de vous parler rapidement de toutes les nouvelles, mais ça va être compliqué. La première c'est La Chambre sanglante, donc elle elle se réapproprie Barbe Bleue. Parfait. En fait, c'est la seule nouvelle qui m'a été spoilée puisque je ne savais pas que l'introduction spoilait tout. Et c'est ma préférée. C'est celle où j'ai été le plus prise par le suspense alors que je connaissais déjà la fin. Ensuite, on a deux réécritures de La Belle et la Bête. Génial toutes les deux. La première est plus mignonne, la deuxième est plus... on va dire plus dérivée, mais j'aime beaucoup la deuxième. Ensuite, on a une réécriture du Chaboté très drôle et la plus légère des nouvelles. On a ensuite une réécriture d'une légende allemande qui parlait d'un gobelin qui vivait dans une forêt et qui hantait donc cette forêt et qui emprisonnait les gens qui s'y perdaient. C'est très poétique, étrangement, très beau et très, très morbide entre guillemets. On a ensuite L'Enfant de la Neige qui est une réécriture de Blanche-Neige qui m'a absolument... j'étais choquée en lisant ça. D'ailleurs là j'ai eu besoin de l'introduction pour vraiment apprécier la nouvelle parce que je pense que non. Ensuite on a une nouvelle qui reprend le mythe du vampire. Très bien. Et ensuite on a 3 nouvelles qui reprennent Le Petit Chaperon Rouge et la dernière je l'ai moins aimée parce que c'était assez confus. Du coup on savait pas trop quel personnage on suivait, en même temps on savait mais c'était un petit peu confus donc c'était pas... voilà. Mais ce livre est génial, je vous le conseille, je vous le recommande. Si vous aimez les contes de fées et les réécritures de contes de fées, allez-y, sautez dessus. J'aurais peut-être carrément aimé qu'il y en ait d'autres en fait. Enfin j'aimerais qu'il y en ait d'autres. J'ai vu qu'elle avait écrit Angela Carter's Book of Fairy Tales, du coup je pense que je vais le lire. Et voilà, c'était à la fois poétique, gothique et c'était parfait. Donc ça c'était pour... Donc pour l'automne Moldeton, c'était pour mon recueil de nouvelles et mon livre gothique. Donc ça fait 3 challenges réussis. Pas mal. Ensuite j'avais commencé un livre mais en fait il m'a pris tellement de temps que je me suis dit je vais lire d'autres choses entre temps. Donc j'ai lu Reine d'Égypte Reine d'Égypte tome 1 de je suppose Inudo, qui raconte en fait la vie d'Hatshepsut, une reine d'Égypte. J'adore ce prénom, je ne sais pas pourquoi mais j'adore ce prénom. Donc là on la suit, elle va se marier avec son frère, son demi-frère Toutmosis, il s'appelle Séti, mais comme il va devenir pharaon, il va prendre le nom de son père, donc Toutmosis II. C'est génial, je veux dire, c'est à la fois féministe, contre le sexisme de la société égyptienne. On apprend des choses dans la société égyptienne, même si peut-être tout n'est pas vrai, parce que c'est quand même une œuvre de fiction. Et j'ai adoré les graphismes, franchement. Rien que la couverture, on se dit, oh mon dieu. J'ai adoré le personnage d'Hatshepsut, évidemment. Voilà, tout est génial dans ce manga. C'est un de mes nouveaux mangas préférés. Voilà, d'ailleurs, il n'y a que 3 tomes de sortie. Donc j'espère que le 4ème va vite sortir. En fait, j'ai pas lu celui-là en premier. J'avais lu celui dont je vais vous parler juste après en premier. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, si vous aimez l'Égypte et les mangas, lisez-le. C'est juste parfait. Et en fait, avant de lire Reine d'Égypte, j'avais lu Le Maître des Livres, tome 1 de Umiharu Shinohara. Bon, alors, c'est le titre, hein, je me suis dit Le Maître des Livres, évidemment. Les graphismes sont très beaux aussi. En fait, on suit les employés d'une bibliothèque, notamment Miko Shiba, j'ai du mal à dire son nom. Miko Shiba, qui est le bibliothécaire qui est pas très sympa, mais que tout le monde adore, ce qui est étrange. Et j'ai juste adoré. Il y a plein de références de livres pour enfants ou même pour adultes. Et ça nous donne des petites leçons de vie, ça nous montre l'importance de la lecture dès l'enfance. C'est génial, c'est juste génial. Ça me rappelle aussi que c'est pas parce qu'un livre est pour enfants qu'un adulte ne peut pas le lire. Il serait temps qu'on s'en rende compte. Et voilà, j'aime, c'est merveilleux, j'adore. Vraiment. Et du coup, forcément j'ai emprunté le tome 2 et là je ne peux pas emprunter le tome 3 puisque Non-Fiction November commence. Mais voilà, j'ai découvert donc 2 nouvelles séries préférées ce mois-ci. Ensuite j'ai lu M-Train de Patti Smith, qui est traduit de la même façon en français. C'est ce livre en fait que j'ai mis beaucoup de temps à lire et en fait ce livre m'a profondément déçue. Parce que j'avais lu Just Kids l'année dernière et j'avais adoré, c'était un de mes livres préférés de l'année. D'ailleurs non, je l'ai peut-être pas lu l'année dernière, je l'ai même lu l'année d'avant ou encore d'avant. Enfin bref, j'avais lu Just Kids que j'avais adoré. Et en fait je m'attendais à retrouver un peu la même chose avec M-Train. Parce que je pensais que c'était un peu
Elle écrivait par rapport à la mort de son mari, tout ça. Et en fait, elle écrit à propos de son rien, de son quotidien. Et je n'ai pas retrouvé l'intensité des émotions de Just Kids. Je n'ai pas retrouvé Enfin, si, parfois j'ai retrouvé la poésie de son écriture quand elle parle notamment de son mari. Mais sinon, non. J'étais plus du tout en phase avec l'auteur, en fait. Parce que pour Just Kids, j'étais vraiment... on était sur la même longueur d'onde. Mais alors là pas du tout. Parce que j'avais oublié qu'elle était très croyante, religieuse, tout ça. Et entre-temps, j'ai eu un petit problème avec la religion. Donc, elle et moi, c'est fini. Du coup, j'ai pas réussi à pleinement apprécier... ces passages-là, enfin, clairement, c'est non. Et puis même certaines, enfin la perception de la vie, enfin en fait on perçoit pas les choses de la même façon, l'auteur et moi. Du coup, on n'était vraiment plus du tout sur la même longueur d'onde, ça ne passait plus du tout. Du coup, voilà, très déçue, très très déçue. Et moi qui pensais adorer ce livre, voilà. Et ce livre était, enfin je l'avais choisi pour l'Autumn Readathon pour mon livre de non-fiction. Qui me faisait penser à l'automne. Voilà, bah rien que la couverture me faisait penser à l'automne et il y a aussi des passages en automne, tout ça. Puis c'est vachement triste quand même, faut avouer. Mais du coup j'ai l'impression d'être vachement insensible en vous disant ça, mais clairement c'était ça. Donc je vais regarder si j'ai pas d'autres choses à vous dire. Bon, j'ai quand même aimé les passages, comme je vous l'ai dit, sur son mari, c'est que son écriture est toujours bonne et certaines réflexions étaient quand même bien. J'ai aussi aimé les réflexions qu'elle faisait sur beaucoup de... Enfin, elle parle de beaucoup d'œuvres littéraires, tout ça. Mais dès le début, j'ai senti que non, ça n'allait pas passer. Et ça me rend très triste. Parce que du coup, voilà, complètement passé à côté. Ensuite, je pense que oui. J'ai lu The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister de George R. R. Martin, illustré par John T. Clarke. Donc je pense que c'est traduit par les meilleures citations de Tyrion Lannister, mais je ne sais plus. Donc je vous mettrai le nom en sous-titre. Bon alors là, franchement, là, clairement, c'est un livre de collection pour ceux qui sont fans de chez fan, on va dire. Hein. Moi je l'ai emprunté, j'aime beaucoup les illustrations par contre. Je l'ai emprunté parce que bon clairement j'avais pas... Voilà, je n'allais pas l'acheter. Mais c'est... Enfin, il faut vraiment être fan quoi. Il faut être fan du personnage, fan de la série, enfin voilà. Et il faut avoir la foi de dépenser de l'argent dans ce livre. Donc c'est un beau livre, mais il va rien m'apporter de nouveau. Bon, j'ai bien aimé, du coup, hein, ça m'a permis de noter quelques citations que je n'avais pas relevées au cours de l'histoire. J'ai aussi aimé les illustrations. Il y en a une en particulier que j'aime beaucoup, mais alors si je vous la trouve, voilà. Celle-là me fait rire. Voilà, et à la fin, l'illustration de fin, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Mais concrètement, ce livre n'apporte rien de nouveau. C'est juste si vous aimez beaucoup, beaucoup Le Trône de Fer et Tyrion Lannister, mais sinon, voilà, très court et voilà. Ensuite, j'ai lu Le Maître des Livres, tome 2. Dumiharu Shinohara, donc toujours aussi génial, les graphismes toujours aussi bons, toujours les mêmes références à des livres, de toujours les mêmes leçons, toujours les mêmes personnages. Enfin, voilà, cette série est géniale, vraiment une de mes séries préférées. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, sautez dessus. Ensuite j'ai lu Reine d'Égypte tome 2 de Shi Inudo. Étrange, non? Et voilà, donc c'est toujours aussi bien. Bon là je peux pas vous dire parce que sinon je risque de vous spoiler, mais il y a un nouveau personnage qui apparaît. Voilà, enfin 2 nouveaux personnages, mais celui-là apparaît déjà à la fin du premier. Voilà, donc c'est génial, génial, génial. J'ai tellement hâte que le 4e tome sorte, mon dieu. Alors ensuite, je me suis dit, ça va être Halloween, et j'ai très envie de lire un truc qui va me faire un peu peur. Donc j'ai lu From Hell, une autopsie de Jack l'Éventreur, d'Alan Moore et Eddie Campbell. Alors d'accord, c'est un roman graphique. Mais voilà, c'est pas le roman, pas le petit roman graphique, le petit comics, non, là c'est le roman graphique énorme. Alors j'ai énormément de choses à dire sur ce roman graphique. D'habitude je ne fais pas de chronique sur mes comics ou mes romans graphiques. Mais là j'en ai fait une, exprès pour lui. Parce que ce livre était génial. Je pensais vraiment pas aimer autant un livre sur Jack l'Éventreur. Alors déjà, au début je me suis dit les graphismes, ça craint un peu parce que c'est tellement sombre que des fois on n'arrive même pas à distinguer ce qui se passe. Donc je me suis dit bon là ça craint un peu. Et en fait non, au fil du temps on s'y fait. Et puis c'est justement l'intérêt de ces graphismes. En fait ils sont sombres parce que l'histoire est sombre, parce qu'on parle quand même de Jack l'Éventreur, donc on va pas mettre de la couleur partout, tout ça. Donc c'était vraiment... Enfin... Des fois là j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est vrai, c'était vraiment énorme. Énorme. Par exemple, il y a un moment donné, si je vous trouve un petit bout de passage, on va dire.
Voilà, là. En fait, on fait un voyage en calèche avec Jack l'Éventreur et son cocher. Et en fait, il nous parle de la ville de Londres. Mais j'ai appris tellement de choses. En fait, sa vision des relations hommes-femmes est tellement opposée à la mienne. C'est-à-dire que pour lui, hommes et femmes sont en lutte constante pour le pouvoir. Et il nous explique en quoi les femmes ont été complètement dominées par les hommes, complètement contrôlées par les hommes. Et j'ai trouvé ça passionnant. Mais vraiment, c'était passionnant. Bon, bien sûr, j'étais pas du tout d'accord avec lui, mais c'était quand même passionnant. Et en fait, on comprend qu'en fait, s'il a tué ces femmes, c'est parce qu'il pensait avoir une mission donnée par Dieu et par quelqu'un d'autre, mais je ne vous dirai pas qui parce que ça m'a un peu choquée. Puisque là, en fait, c'est une des hypothèses possibles pour l'identité de Jack l'Éventreur, en fait, parce que concrètement, on ne sait pas qui il était. Mais en fait, on se rend compte qu'à la fin, avec le nombre de notes qu'ont fait les auteurs, voilà, vous voyez le nombre de notes, ils ont fait des recherches, mais conséquentes. Donc on a presque l'impression de lire vraiment une biographie. Et en fait, à la fin était excellente. Mais on se retrouve à parler plus vraiment de Jack l'Éventreur, mais carrément de parler de l'incarnation du mal de génération en génération, du fait qu'il passe et qu'il ne soit jamais éradiqué. C'était génial. Et à la toute fin, on a une scène que je vais pas vous montrer quand même, mais je me suis dit, oh, mais dis donc. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma chronique, j'ai fait une petite case de spoiler où je parle de cette fin, mais je suis persuadée d'avoir raison sur cette fin. Enfin, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je veux savoir. Voilà. Qu'ai-je à dire de plus? C'est très réaliste aussi, il y a des scènes, par exemple, il y a des scènes sexuelles où on voit tout concrètement. Hein. Les scènes de meurtre sont vraiment difficiles à lire parfois, parce qu'elles sont... Surtout la dernière est la pire, vraiment c'est... C'était horrible. Très bien pour Halloween, du coup. Et du sang partout. Ensuite, on a aussi la question de la famille royale, puisque nous sommes à l'époque victorienne. Et dernière chose, j'ai oublié déjà ce que j'allais vous dire. Bravo, je suis très intelligente, c'est dingue. Non, je ne sais plus. Ah oui, si. Au début du livre, en fait, on ne sait pas encore quelle est l'identité de Jack l'Éventreur au début du livre. On ne sait pas qui les auteurs ont choisi, entre guillemets. En fait, on ne voit pas le visage de Jack l'Éventreur. C'est comme si on était dans sa peau. C'est-à-dire qu'on voit ses mains, on voit ce qu'il voit, mais jamais on ne le voit lui. C'est assez... Enfin, c'était bien comme procédé, je trouvais. Si je trouve un passage où ça se passe comme ça. Non, pas ça, parce que sinon vous allez vite comprendre. Voilà, là. J'ai trouvé ça excellent. Enfin bref, ce roman graphique est excellent et je l'ai emprunté, donc je pense que je vais finalement l'acheter et le relire en anglais. Et... Voilà, c'est excellent. Et le dernier livre de mon mois, c'est Reine d'Égypte, tome 3 de Shihindo. Étrange, n'est-ce pas? Très étrange, oui. Alors j'ai tenté de ne pas vous spoiler en vous montrant. Voilà. Non, là c'est peut-être un spoil. Voilà, là c'est un cas. Parce que du coup, comme c'est le tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est trop dommage. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Voilà, là. Mais cette série est vraiment très très bien. Lisez-la. Si vous aimez l'Égypte, lisez-la. Rien que les graphismes sont super. J'ai envie de lire le tome 4 maintenant, mais en fait celui-ci est sorti en octobre, il me semble. Oui, octobre 2017, nous sommes en novembre, je pense que je peux attendre longtemps. Voilà, voilà. Donc voilà, ce sont tous les livres que j'ai lus. Alors, petit bilan. Le meilleur de ce mois-ci, c'était Autumn d'Alice Smith, que je vous avais montré dans le premier bilan. À égalité avec The Bloody Chamber, La Compagnie des Loups d'Angela Carter. À égalité avec Reine d'Égypte et Le Maître des Livres. Vraiment, ce mois-ci est très bon niveau lecture. Le fail du mois, c'est M-Train, clairement. Et The House of the Seven Gables aussi. La déception, toujours M-Train. Et la surprise du mois, c'est From Hell, d'Eddie Campbell et Alan Moore, clairement. J'ai acquis 29 livres à cause de ma sœur, sinon ça aurait été presque parfait, j'aurais eu une égalité parfaite. Et j'ai lu 22 livres. Alors, j'ai lu 5357 pages. Voilà. Et j'ai lu 8 romans, 6 BD comics, un recueil de nouvelles, 5 mangas, un recueil de citations et une autobiographie. Eux-mêmes classés, ça fait 4 classiques, 4 humoristiques, 2 littérature contemporaine, un comics de super-héros, 2 fantastiques, une autobiographie, 5 seinen, un recueil de citations, une romance historique et un thriller. Voilà.
pas mal. Et en ce moment, pour Non-Fiction November, je suis en train de lire The Lost Landscape, A Writer's Coming of Age de Joyce Carol Oates, qui en fait a été traduit en français par Paysage perdu. Voilà. Et c'est très bien, très très bien. D'ailleurs là, je vais tout de suite continuer à le lire, puisque je suis arrivée là. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi si vous les avez appréciés ou pas, si vous avez autre chose à me dire, je vous en prie. Sinon, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!